Important développement immobilier, construction d'un nouveau théâtre, ça bouge dans l'arrondissement sud-ouest. On en parle cette semaine au Bulletin. Nous recevons sur le plateau le maire de l'arrondissement sud-ouest et nouveau président de l'agglomération de Montréal, Benoît Doré. Aussi à l'émission, CIBL a lancé une importante campagne de sociofinancement pour son 35e anniversaire. Nous en parlons avec un des membres du conseil d'administration de cette radio communautaire. Et la revue Séquence fête ses 60 ans avec une programmation spéciale présentée à la Cinémathèque québécoise. Nous en discutons avec le rédacteur en chef du magazine. Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. L'arrondissement du Sud-Ouest regroupe des quartiers aux réalités bien différentes, qu'on pense à Ville-et-Mars, Saint-Henri, la Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Griffintown. Et depuis 2009, ces destinées sont dirigées par Benoît Doré, qui est maire de l'arrondissement. Alors, pour nous parler de l'actualité du Sud-Ouest et de ses priorités pour 2016, nous accueillons sur le plateau Benoît Doré. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être ici. Alors, avant de parler des dossiers de votre arrondissement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand même dans les quartiers de votre arrondissement, je veux qu'on mentionne à nos téléspectateurs que vous êtes aussi chef de Coalition Montréal, l'ancien parti du regretté Marcel Côté qui est décédé un peu après la dernière campagne électorale. Je voulais savoir comment ça se passe chez Coalition Montréal. Bien, ça se passe bien. C'est une dynamique qui est particulière, ça c'est certain. On a trois de nos membres qui sont de Coalition Montréal, mais qui siègent au comité exécutif. Et, auquel il faut rajouter, je pense aussi Elsie Lefebvre, qui était adjointe en quelque sorte. Effectivement, il y a deux membres qui sont Russell Copeman et Réal Ménard, des maires de Hochelaga-Maisonneuve et de Côte-des-Neiges, et comme conseillère associée, Elsie Lefebvre. Alors, donc, on a trois de nos membres là, qui sont au comité exécutif. Sur un caucus de 5? Sur un caucus maintenant de 5. Il était de 6. Malheureusement, un de nos conseillers, le conseiller de Saint-Léonard, M. Mosquella, est décédé l'an passé. Alors maintenant, on est un caucus de 5, réduit. Mais on travaille fort. On a vraiment déposé des motions intéressantes au conseil municipal. Puis on sait que les résolutions des motions, ça parle des fois très peu aux gens, mais c'est vraiment des décisions du conseil municipal qui, par la suite, doivent être opérationnalisées. Alors, on en a fait passer comme ça en conciliation travail-famille. On en a eu sur l'incidence du compte de taxes chez les personnes qui sont soit divorcées, séparées, donc la monoparentalité. On en a également sur toute la question de la santé publique également, sécurité ferroviaire. Donc, on a vraiment travaillé très fort. Et il y a une écoute de la part du maire Coderre? Ben oui, ça c'est sûr et certain, mais c'est pas toujours facile, hein, parce que oui, on a une influence au comité exécutif, mais il n'en reste pas moins qu'on est un parti d'opposition. Alors, il faut le travailler. Et puis, le maire, je pense, travaille assez bien en partenariat. D'un fois, c'est plus difficile, d'un fois, c'est plus facile. Ça va toujours dépendre des différents dossiers. Mais pour nous, c'est sûr et certain qu'on n'est pas dans les compromis. Là, on propose des vraies choses pour Montréal. Il faut travailler fort, il faut convaincre. On compte sur nos membres au comité exécutif aussi pour réaliser les objectifs qu'on veut. Et la plupart du temps, on réussit assez bien. Vous vous retrouvez, dans le fond, à avoir, en tant que deuxième opposition, plus d'influence auprès de l'administration municipale que la première opposition Projet Montréal, en ayant 4 de vos membres dans le comité exécutif ou près du comité. Bien, c'est sûr que la dynamique, elle est différente. L'opposition officielle, comme dans n'importe quel parlement ou, bon, quand c'est accepté comme parti politique dans un conseil municipal, le rôle, c'est vraiment de critiquer l'administration. C'est aussi d'arriver avec des solutions puis de se dire, ben nous, on est en réserve, là, tu sais, on veut montrer qu'on est les prochains. Le parti Coalition Montréal, on est très petit. Bon, la situation, elle n'est pas du tout la même. On n'a pas l'ambition en tant que telle de dire là, que nous, on va former au complet un conseil majoritaire, mais on a notre raison d'être. Et est-ce que vous avez l'intention de
poursuivre les activités de ce parti-là lors de la prochaine élection, donc dans 1 an et demi, en 2017? Bien, on est en réflexion. Ça, honnêtement, on est en réflexion. On a un comité exécutif en bonne et due forme. On a des membres. On travaille cette question-là, on la regarde. Mais assurément, s'il y a une chose qui est certaine, je ne serai pas candidat à la mairie de Montréal. Ça, pour moi, c'est clair depuis le début, là, quand j'ai pris la relève de Marcel Côté. Serez-vous candidat à la mairie de l'arrondissement Sud-Ouest? Ça, c'est certain. Donc, ça, vous nous annoncez ça, vous revenez oui, c'est sûr pour un troisième terme en 2017. Oui, j'ai des choses que je veux encore réaliser. Il y a des choses qu'on a commencé dans le premier mandat puis qui se réalisent maintenant. J'en ai parti des nouvelles. Puis il y en a franchement, on est beaucoup de paliers de gouvernement. Ça a été commencé dans mon dernier mandat. Puis je me dis que je veux les réaliser jusqu'au bout. Justement, on va y venir, mais juste avant, est-ce que ça serait un scénario plausible que vous vous présentiez sous la bannière de l'équipe Coderre? Bon, pour moi, là, il est vraiment très tôt. Il est trop tôt? Oui, parce qu'en fait, au municipal, c'est souvent comme ça. À partir du mi-mandat, il y a beaucoup de maraudage, puis plus on arrive près de l'échéance, là, plus le maraudage est solide. Alors, pour moi, je suis chef de coalition Montréal, ça, c'est certain. Je veux continuer mon rôle, et puis on verra. De toute façon, on est en train de faire la réflexion, est-ce que Coalition Montréal sera sur les rangs, tout simplement. Alors, pour moi, mais pour l'instant, moi, je suis bien dans ma position. Là. Il n'est pas toujours facile, mais je suis bien avec. Parce que je l'évoquais en début d'entrevue, c'est vraiment, vous avez à concilier, en tout cas d'un point de vue extérieur, vraiment des réalités complètement différentes dans le Sud-Ouest parce que l'arrondissement, pas l'arrondissement, mais le quartier Villemort, près du parc Angrignon, c'est pas du tout la même réalité que dans Griffintown. Bien que les deux endroits, il y a des tours qui se construisent quand même. Mais comment vous faites pour concilier ces différentes réalités-là? Ils se construisent à La Salle, par contre, à côté du carrefour Angrignon. Il n'y en a pas, il n'y aurait pas de construction qui serait vraiment... Okay. Dans Villemort, non, ils sont vraiment... On est dans l'arrondissement La Salle. Okay. Mais ceci dit, il y a effectivement du développement immobilier aussi là, dans Aymar. C'est un coin qui est recherché. Hein? C'est vraiment un endroit, c'est là où il y a le plus grand couvert végétal. Les rues parfois sont larges, les trottoirs plus larges, bien dotés en écoles, en infrastructures. Mais oui, il y a des réalités vraiment différentes. Il y a 6 quartiers, dépendamment là, qui habite où. Là, on peut être 5 à 6 quartiers, mais assurément, ce sont des réalités différentes. Le cadre bâti est différent. On voit vraiment que l'histoire du quartier est différente. Là. Quand on est dans Aymar, on est avec des semi-détachés, des duplex, quelques triplex. Quand on est dans Saint-Henri, il n'y en a pas de semi-détaché. Alors, avec un bâti qui est beaucoup plus vieux, qui a un caractère historique. Il est beaucoup plus vieux. On a effectivement beaucoup plus aussi d'anciennes manufactures puis de l'industriel. Il y en a dans Aymar, il y en a beaucoup plus dans Saint-Henri, beaucoup plus dans Pointe-Saint-Charles, puis dans Griffintown, hein, qui se renouvelle beaucoup. Puis une chance, là, depuis que je suis là en 2009, je me suis vraiment présenté en campagne électorale en disant là, que il fallait enlever ça, ce méga 10-30 là, que l'administration Tremblay voulait faire avec Griffintown. Qui était le projet au départ de Devimco, si je ne m'abuse. De Devimco, effectivement. Est-ce que, selon vous, ça va bien présentement, Griffintown, le développement tel qu'il se fait? Oui. Oui, les défis sont super importants, par exemple. Ils sont vraiment là, ils sont grands, ils sont complexes, les défis, parce qu'on n'est pas dans un endroit où on a tout planifié, parce qu'on était maître du terrain. Hein. Et on nous cite souvent Toronto en exemple. Ben Toronto, c'était une grande propriété fédérale, une partie municipale. Là, nous, on n'est pas propriétaire. La ville est propriétaire de presque rien dans Griffintown. Alors, on rebâtit la ville sur la ville, puis avec une bonne partie démarrée par l'administration Tremblay. Alors, quand je suis arrivé, ce qu'il fallait faire avec Griffintown, c'était de démontrer au maire de Montréal qu'il s'en allait vers un mur, mais qu'on était capable d'orienter le développement. Puis on a fait des projets comme ça en se disant, voici le genre de projet qui devrait se faire dans une vision d'ensemble. Puis c'est ceux-là qu'on a poussés les uns avec les autres en se disant qu'à un moment donné, on gagnerait la planification par la ville. Puis M. Tremblay, finalement, a plié en 2012. Et puis, par la population, la pression médiatique, la pression politique, la pression des marchands, puis l'économie, qui venait effectivement de bousculer grandement les plans de Devimco. D'ailleurs, on sent qu'il y a un certain ralentissement dans la construction domiciliaire. Est-ce que vous craignez qu'on se retrouve dans Griffintown à avoir peut-être certains secteurs qui restent en friche pendant plusieurs années parce que le marché de la construction est au ralenti?
Je crains pas ça, mais en même temps, c'est pas une mauvaise chose non plus s'il y a certains endroits qui sont en friche, parce que ça fait partie des défis complexes en ce moment d'implanter les infrastructures, puis de suivre le développement, puis de temps en temps d'être vraiment en amont du développement. Parce que présentement, il n'y a pas d'école. Je ne crois pas non plus qu'il y a d'infrastructures municipales. Il y a un premier parc. Il y a un premier parc, oui. Il y a un projet dans lequel la Ville a été impliquée pour une installation culturelle sur le bord du canal de la Chine. Oui. Outre ça, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont du développement que la Ville ou que l'arrondissement aimerait faire dans ce quartier-là? Oui, mais on a projeté effectivement l'achat de différents terrains pour vraiment augmenter le nombre de parcs. Ça, c'est sûr, et le couvert végétal en général. On a un partenaire majeur dans Griffintown, un partenaire institutionnel important qui est l'École de technologie supérieure. Et avec l'École de technologie supérieure, on est vraiment capable de collaborer les deux instances ensemble, puis de faire en sorte qu'on soit gagnant-gagnant. Et ce qui est intéressant depuis les 3 dernières années maintenant, presque 3, il y a le quartier de l'innovation de Montréal. Qui est un partenariat ETS-McGill. Oui, ETS-McGill, mais qui a maintenant Concordia est à l'intérieur, quelques cégeps également, et un conseil d'administration vraiment impressionnant. Et un territoire beaucoup plus large que ce que ça devait être au départ, de ce que je comprends. Le quartier de l'innovation, c'est vraiment Atwater, le canal de la Chine, René Lévesque, et à McGill, je crois, c'est en plein ça. Oui, on prend dans le fond, en fait, de quartier, l'entièreté de la Petite-Bourgogne, l'entièreté de Griffintown, une petite partie du Faubourg des Récollets et une partie de Ville-Marie au nord de Notre-Dame, où il y a Cadillac Fairview, l'ETS et aussi avec le planétarium, l'ancien planétarium d'or. Donc, c'est plus grand, la zone d'influence est plus grande, mais c'est un catalyseur incroyable et ça nous permet vraiment de profiter d'investissements privés pour arriver, dans le fond, à faire en sorte que ça vienne maximiser les investissements publics. Mais c'est vraiment un défi important. Dans les autres projets que vous avez menés au courant des derniers mois, des dernières années, il y a entre autres le nouveau théâtre Paradoxe qui s'est installé dans un de vos quartiers. Puis c'est un bel exemple de redéveloppement d'un bâtiment déjà existant. Oui. Ce projet-là, il est formidable. Il a vécu plusieurs volets, là, vraiment il a évolué un peu partout. Et puis, finalement, il a pu installer vraiment ses pénales dans une ancienne église sur le boulevard Monk, en plein cœur de Villemort, Côte-Saint-Paul. C'est une conversion d'une église qui est très belle. Ça nous permet de conserver l'église, donc un bâtiment institutionnel intéressant avec la communauté, préserver l'histoire, l'architecture est intéressante, mais ça permet aussi de donner un terrain de jeu incroyable à des jeunes qui sont de 18 à 35 ans, qui vont faire du multimédia, qui vont faire des emplois de la scène, tout ça. C'est pour aider à leur réinsertion en emploi. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment incroyable. Puis on a des partenariats vraiment avec les productions Lucie Roson, Juste pour rire. On a Solotech qui est avec ces gens-là aussi. L'arrondissement qui donne beaucoup de contrats. Donc, c'est vraiment un endroit, un terrain de jeu incroyable où on attire des spectacles. Les jeunes sont là, peuvent vraiment collaborer puis travailler avec des gens de grande expérience là, qui viennent produire des spectacles là. Puis c'est vraiment très inclusif sur la communauté. Il nous reste 2 minutes. Je veux vous entendre sur vos priorités pour 2016. Il y a certainement des dossiers que votre administration va essayer de mettre de l'avant un peu plus. Quelles sont vos priorités? Bien, en fait, il y en a plusieurs, puis on a vraiment fait la démonstration qu'on peut mener plusieurs priorités de front. Mais je dirais, cet été, on va avoir vraiment des investissements importants sur nos artères commerciales. Boulevard Monk, là, on capitalise sur la nouvelle dynamique avec Paradoxe, la SDC, la Société de développement commercial, la Maison de la culture. Donc, on va faire des investissements importants sur le boulevard Monk. Ça a été travaillé avec la population, c'est vraiment intéressant. Et sur Notre-Dame, une démarche vraiment intéressante qui a été faite, participative, qui s'appelle La Dame sur Fine Beauté. La Dame, c'est la rue Notre-Dame. Les gens dans le coin appellent ça La Dame. Et vraiment, là, on refait la rue au complet. On profite que la Ville de Montréal, la Ville-Centre, refait toutes les canalisations, aqueducs, égouts, etc. Puis là, on la refait au complet, mur à mur. On revoit le concept. Et on a vu les plans suite à la démarche citoyenne la semaine passée. Et
les gens vont adorer ce qu'ils vont voir sur le site Internet aujourd'hui même, le vendredi. Donc, là, sur le site de votre arrondissement, oui. Et des travaux qui vont débuter quand sur la rue Notre-Dame? Au mois d'août, en 2 phases. Première phase au mois d'août, on va travailler par tronçon. On ne veut pas ouvrir la rue dans son entièreté sur presque 1 kilomètre. Là. Ça n'a pas de sens. Éviter donc, ce qui s'est passé, entre autres, sur l'avenue du Parc, à d'autres endroits. Tout à fait. Donc, on va travailler pour un premier tronçon cet été et on recontinue l'année prochaine sur 2 ans. Un méga projet. Et en terminant, vous avez été nommé président du Conseil d'agglomération. C'est une structure qui est peu connue, je crois, des citoyens. Qu'est-ce que c'est exactement le Conseil d'agglomération? Quel est votre rôle comme président? C'est la Ville de Montréal, les 16 villes liées, donc des villes comme Westmount, Beaconsfield, Montréal-Est. Les villes défusionnées. Les villes défusionnées, elles veulent villes liées. Alors, effectivement, et c'est un conseil où on va décider des infrastructures, vraiment, du centre-ville en tant que tel. Donc, vraiment, comme le conseil municipal, mais avec les villes liées. Un peu ce qu'était à l'époque la communauté urbaine de Montréal. Oui, ou avec moins de pouvoir. Oui, c'est nettement avec moins de pouvoir, mais on est vraiment sur les infrastructures de l'eau, les infrastructures routières. On est sur tout le volet STM aussi, transport en commun. Et le président, fait la présidence d'assemblée, décorum, etc., et signe en compagnie du maire et du greffier les résolutions qui y sont adoptées. Donc, une nouvelle responsabilité pour vous. C'est un mandat de combien de temps? En principe, c'est jusqu'à la fin du mandat, donc jusqu'en 2017. J'avais 5 ans d'expérience à l'agglomération. C'est un nouveau défi qu'on m'offre. C'est un beau défi. Je comprends. Alors, écoutez, Monsieur le maire, merci d'avoir été là. Bonne continuation pour 2016. Ça me fait plaisir. Merci, bonne journée. Merci. L'arrondissement du Sud-Ouest est le 13e arrondissement le plus populeux de la ville de Montréal et il abrite près de 72 000 habitants. 42 % des citoyens sont soit nés à l'étranger ou ont au moins un de leurs parents nés à l'extérieur du Canada. De ceux-ci, ceux qui habitent le Sud-Ouest proviennent particulièrement de la Chine, du Bangladesh et de la France. Plus tard à l'émission, nous vous présentons une nouvelle chronique sur les applications mobiles qui facilitent la vie en ville. Et à notre segment Coup de chapeau, nous recevons une femme qui a réussi à éliminer presque complètement sa production de déchets domestiques en adoptant un mode de vie écologique. Pour ses 35 ans, CIBL, la plus importante radio communautaire de Montréal, a lancé une campagne de sociofinancement. Elle sollicite la générosité de ses auditeurs pour amasser 35 000 $. Alors, pour en savoir plus sur cette campagne, nous recevons Jérémy Laniel. Il est membre du conseil d'administration de CIBL. Monsieur Laniel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, campagne de financement dont le slogan ou le titre est mot-clic « J'aime CIBL », c'est bien ça? J'aide CIBL. J'aide CIBL, pardonnez-moi. Donc, j'aide CIBL. C'est 35 000 $ pour vos 35 ans. À quoi va servir cet argent-là? C'est une campagne de sociofinancement, la première dans l'histoire de CIBL. À la base, c'était les fameux spectacles bénéfices, les radiotons. Oui. Exactement. Et donc là, CIBL décide un peu d'être dans l'air du temps. Le sociofinancement va de bon train dernièrement. Et ce 35 000 $-là, eh bien, c'est vraiment pour assurer un peu la vitalité de cette station-là. Il y a quelque chose, effectivement, les médias sont dans une crise. CIBL n'y échappe pas. Donc, besoin financier arrive. Ça faisait depuis qu'on avait déménagé, en 2011 au coin de Saint-Laurent-Sainte-Catherine, dans le quartier des spectacles. On n'avait pas fait d'événements de ce genre-là, de levée de fonds, parce que, vous savez, c'est un peu de façon de fidéliser un peu nos auditeurs. On n'est pas pour à chaque 6 mois de faire ce genre de levée de fonds, une campagne de financement. On s'est dit, pourquoi pas, 35 ans, on frappe nos 35 ans cette année, pourquoi pas souligner ça avec notre plus importante campagne de sociofinancement. Et donc, les 35 000, c'est vraiment pour aider à continuer de faire cette formation-là. CIBL, c'est une radio citoyenne, c'est une radio communautaire qui est partie depuis neuf pour se ramasser en plein cœur des quartiers des spectacles. C'est une école de formation quand même incroyable. Le paysage médiatique québécois et montréalais est peuplé de CIBEliens partout. Moi, avant, vous me présentez comme membre du conseil d'administration, mais à la base, je suis un bénévole de CIBL depuis 3 ans et demi, et je suis là des 10-15 heures semaine par grand plaisir et par grand bénévolat. Mes premiers pas dans les médias se sont faits à CIBL il y a une vingtaine d'années. Ce qui ne me rajeunit pas, mais c'est une très belle école, en effet. Et c'est quelque chose qui est important que
d'avoir justement des fonds pour être capable d'offrir ces opportunités-là à la relève, à de nouvelles voix? Absolument. CIBL doit tenir ce phare-là qu'est cette radio communautaire-là. Il y a plus de 225 bénévoles qui œuvrent à CIBL, encadrés par une équipe qui tient parfois entre 10 et 20 personnes. Les équipes de CIBL, à travers les 35 ans, ça a parfois été 4 personnes, parfois ça en a été 25. Ça fluctue au gré et au dépend un peu de ce qu'on peut s'offrir, des projets qu'on va mettre de l'avant. Parce qu'au-delà de la programmation qu'on peut entendre quand on syntonise le 101.5 FM, il y a aussi plusieurs projets dans des écoles avec des commissions scolaires montréalaises où est-ce qu'on fait de la radio scolaire avec eux, on les aide, on habitue ces étudiants-là au travail du média, au médium de la radio. Est-ce que d'ailleurs vous avez conservé le studio satellite que vous aviez dans Hochelaga-Maisonneuve il y a quelques années? Non, le studio, on ne l'a pas conservé. Par contre, on a maintenant on a plusieurs micro-studios dans des écoles de commission scolaire pour vraiment travailler avec les jeunes et les amener là. Et en plus, au-delà de ça, moi, j'avais jamais fait de radio avant d'arriver à CIBL. On me forme avec des gens, souvent les gens qui œuvrent à CIBL, c'est soit des vieux de la vieille qui sont là depuis 25 ans, des monuments cibéliens et qui savent exactement comment nous aiguiller, qui nous reprennent après à la fin de l'émission, pas trop faire ça, pas trop t'accrocher là. Et rapidement, on prend un malin plaisir à le faire. C'est un terrain de jeu incroyable et les bénévoles qui sont là, très souvent, ils vont y rester longtemps. Et quand ils nous quittent, souvent, ils nous quittent parce qu'ils sont capables de gagner leur vie avec ce Et c'est une pépinière incroyable de talent. Bon, évidemment, il y a des Rock et Belles Oreilles, des Monique Giroux, il y a un paquet de gens comme ça qui sont passés par CIBL. D'ailleurs, je pense qu'il y avait des articles à ce sujet-là il y a quelques semaines dans les médias. D'un point de vue de programmation, en quoi une radio communautaire, une radio alternative en quelque sorte, ça demeure pertinent dans une ère où il y a des milliers de contenus qui sont disponibles sur Internet. En quoi ça demeure pertinent une radio communautaire? La radio communautaire demeure pertinente parce que c'est un lieu de rencontre. Effectivement, on est dans une ère où est-ce que la musique est accessible presque partout où est-ce qu'on veut bien l'entendre. L'opinion l'est partout où est-ce qu'on veut bien l'entendre. Par contre... Et même des fois à des endroits où on ne veut pas l'entendre. Exactement, absolument. Mais par contre, créer des lieux de rencontre, créer des lieux de dialogue avec des gens qui sont intéressés par des projets, par des initiatives citoyennes. Oui, on parle de tout et de rien dans la grande sphère virtuelle, mais d'avoir une radio qui est capable d'épier un peu ce qui se passe dans notre communauté, dans notre ville qui est Montréal, et de soulever, de lever notre chapeau à certaines initiatives. On a des émissions qui sont sur l'économie sociale, qui sont sur la politique, qui sont sur les affaires publiques. J'ai une émission en littérature, de donner une parole qui est large, qui est ample, des entrevues de fond. On peut de moins en moins se le permettre dans les médias plus classiques parce qu'on est dans une tyrannie du clic. On a besoin d'aller chercher du clip, du petit 30 secondes, du petit 1 minute. On a de la misère à aller au fond des choses. Et donc, vous avez un espace où vous pouvez vous permettre le luxe d'avoir un 10-12 minutes sur un sujet. Absolument. Si c'est pas plus. Oui. Mes entretiens, c'est des 30 minutes avec des auteurs et je le fais avec grand plaisir. Et au-delà de ça, il y a aussi toute l'idée de l'art émergent, la relève culturelle. Elle est souvent passée par CIBL. Puis ça, je m'en rendais pas compte avant d'œuvrer là. Quand je fais une programmation pour mes émissions puis que je m'amuse à mettre de la musique, c'est souvent des artistes que je connais pas, que j'écoute. Ça me fait un verre d'oreille. Je vais aller acheter l'album. Il y a 2-3 ans, c'est un certain Alex Nevsky. Maintenant, il est rendu consacré Révélation de l'année puis on l'entend partout. CIBL, c'est ça. C'est ses premiers pas-là. Très souvent, c'est à CIBL que ça se fait. On a le flair, on a l'ouïe pour cette musique-là. Il y avait, petite anecdote rapidement, un musicien qui était à notre gala qui remettait un prix et qui disait, vous savez, c'est bien le fun de recevoir nos chèques de la SOCAN quand ça roule dans les grandes radios, à Énergie et compagnie. Ça nous fait vivre, mais ça ne veut pas dire que c'est bon. Quand notre tune joue à CIBL, c'est bon signe. Et donc, sur votre objectif de 35 000 $, combien d'argent avez-vous accumulé jusqu'à présent? Là, en ce moment, le montant qui est sur Haricot, ça avoisine à peu près les 10 000 $. Et s'ajoute à ça un autre montant de quelques milliers de dollars qui n'ont pas été donnés par via site Haricot, parce qu'on reçoit encore des chèques en argent, des gens qui vont venir payer en argent compté à la station, qui vont envoyer des chèques par la poste. Donc, on accepte tous les chèques et donc, à la fin, on va pouvoir faire, quand on va clore cette campagne de sociofinancement, donner le montant exact. Donc là, ça fluctue à chaque semaine. Voilà. Et quelle est la date de fin de votre campagne de sociofinancement? Eh bien là, on va annoncer très bientôt un nouveau porte-parole pour février. Il va en avoir un pour mars et on devrait avoir un événement
pour clore ça début avril. Donc, il reste encore 2 mois. Et dans les porte-paroles que vous avez eus dans les mois précédents, il y a des gens qu'on connaît bien. Bien oui, notre première porte-parole, c'était La Bronze, une artiste, une actrice, une compositrice, vraiment une femme remplie de talent, qui s'était fait connaître juste un peu avant de devenir porte-parole à CIBL. Elle avait fait cette reprise de Formidable de Stromae en Faridja et ça l'avait vraiment enflammé les réseaux sociaux suite aux attentats qu'il y avait eu à Paris. Et mais La Bronze, les premiers endroits où est-ce que sa musique a joué, c'est bien sûr à CIBL. Donc, quand on a approché La Bronze, qui était pour parrainer cette campagne de sociofinancement, les gens sont à pieds joints pour aider CIBL. Et elle était très fière de pouvoir justement prendre la parole et dire que c'est ça un peu l'importance de CIBL. C'est un lieu où est-ce qu'on peut commencer, où est-ce qu'on n'a pas peur d'aller quand on a des propositions artistiques, culturelles, musicales qui sont un peu dans la marge, qui ne rentrent pas dans le moule classique où est-ce qu'on l'entend à gauche, à droite. Bien, CIBL est là pour dire pourquoi pas, écoutons ça. Le deuxième porte-parole qu'on a eu pour tout le mois de janvier, c'était Fred Dubé. Humoriste, qu'on n'aurait pas dire humoriste de la relève, mais je crois qu'il a pas mal quitté la relève depuis un certain temps. C'est un humoriste très champ gauche, hein, qui s'est fait connaître, qui avait passé à Tout le monde en parle, qui compte un peu l'entreprise qui est juste pour rire, donc œuvrer en humour au Québec sans marcher dans les rangs. Il avait fait parler de lui. C'est un humoriste qu'on a toujours soutenu à CIBL. On a parlé de ses spectacles, on l'a reçu en entrevue, et donc c'est un peu un échange de bons procédés quand on lui a demandé « Est-ce que tu veux parler de CIBL? » Il fait « Effectivement, sinon on parlerait... J'aide assurément CIBL parce que sinon on parle pas de moi nulle part. » Donc c'est plus le cas maintenant, mais au départ, c'est bien sûr que c'est CIBL qui a donné ses premières chances et ses premières tapes dans le dos là. Si nos téléspectateurs veulent vous donner des sous dans le cadre de votre campagne de sociofinancement, j'imagine, via votre site Internet? Exactement. Sur le site Internet, tout est indiqué. Sur la page Facebook aussi de CIBL, tout est indiqué. Sinon, haricot.ca/CIBL, vous tombez directement sur la campagne de sociofinancement. Et sur le site web de la station, si vous préférez pas donner de l'argent virtuel et vous voulez aller dans le sonnant, vous envoyez un chèque ou vous pouvez même venir à la station. On avait même certains lots qui étaient disponibles. Il y avait un lot qui était d'enregistrer des 30 secondes, des 15 secondes à la radio. On a eu un auditeur qui est venu, qui est un fidèle auditeur depuis 20 ans de CIBL, qui est parti de Laval pour venir à la station pour enregistrer son mot d'amour pour CIBL et donner son argent. Donc, on est bien fiers de pouvoir rencontrer aussi ces auditeurs-là parce que quand on fait de la radio, on se demande toujours qui est-ce qu'on va rejoindre et quand on peut les voir et qui sont fiers de leur programmation, qui sont fiers de leur station, mais ça donne un sens à tout ce qu'on fait. Et en terminant, c'est sûr que je ne peux pas vous avoir sur le plateau sans qu'on parle de ce qui est sorti il y a quelques jours, c'est-à-dire une nouvelle, entre autres sur le site de Radio-Canada, laissant entendre que la situation financière de CIBL est, disons, plus que précaire. Dans l'article, il y a un des scénarios qui était évoqué, c'était même l'abandon de votre antenne, des ondes hertziennes pour vous concentrer uniquement en numérique. Qu'en est-il exactement de la situation? Parce que vous avez des défis à relever là, en ce moment. On a des défis à relever comme à peu près tous les médias. Tous les médias ne sont pas épargnés de la crise qui frappe depuis à peu près le début des années 2010. Une crise en publication, en publicité, Le Devoir, des grandes chaînes de radio ont les mêmes crises que CIBL vive. En plus, on est communautaire, donc c'est à une plus petite échelle. Et quand je vous dis que les équipes parfois passent de 25 personnes à 4, ça peut être le cas, dépendamment justement des volontés politiques et des rendements publicitaires. Donc oui, on a des problèmes financiers qu'on prend très au sérieux et qu'on n'a aucune crainte à pouvoir passer au travers. C'est pas la première crise que CIBL frappe, ce sera sûrement pas la dernière. Et donc, quand on parlait de quitter les ondes, c'est des plans qu'on a, oui, regardés au sens où on serait irresponsable de pas tout mettre sur la table. Mais est-ce que c'est le plan A? Non. Est-ce que c'est le plan B? Absolument pas. Le virage numérique, qu'est-ce qu'il nous offre? Il nous offre une façon d'être multiplateforme. Est-ce qu'on va en quitter une pour aller sur une autre? Non. Les ondes hertziennes, c'est le fer de lance d'une radio. C'est à un moment où les ondes sont saturées au Québec et à Montréal, bien, c'est certain qu'on va tout faire pour garder ces ondes hertziennes-là. Est-ce que arriverait un moment où on devrait les quitter? Peut-être, on le souhaite le moins possible. Les défis financiers sont grands. On a pris des décisions dans ce sens-là pour passer par-dessus cette crise-là. On est dans une restructuration de gouvernance et on croit qu'on est capable de passer au travers. On est en concertation avec des paliers gouvernementaux qui tentent avec nous de trouver une solution pour régler le problème financier de CIBL parce qu'il n'y a personne dans le milieu, tant gouvernemental que le milieu culturel, qui veut voir la fin de CIBL. Donc, on a juste à lever nos manches, travailler, on va passer au travers. Est-ce qu'il y a une échéance précise qui s'en vient dans les prochains mois? C'est-à-dire, est-ce que, évidemment, vous souhaitez que la situation se règle le plus rapidement possible, mais est-ce que votre survie est assurée pour au moins
moins jusqu'à la fin de la saison. De quelle façon vous envisagez ça? Pour le moment, la suivi de CIBEL, on n'est pas au moment où est-ce qu'on on met la clé dans la porte. La situation n'est pas aussi critique que ce que Radio-Canada laissait entendre dans son article. Dans son article, effectivement, on semblait être sur le bord du gouffre. Le problème, c'est qu'on a été sur le bord du gouffre, mais on a pris acte et on est en train de gérer ça. On est en train de consulter les organismes qui peuvent nous aider et tout le monde veut travailler ensemble dans le même chemin. Donc là, en ce moment, à chaque semaine, c'est pas à chaque jour, on a des rencontres en sous-comité, on travaille pour vraiment relever cette station-là, restructurer le tout. Et il n'y a pas les échéances, ça, c'est vraiment au jour le jour, au sens où on a beaucoup de travail à faire, on le fait et on continue d'avancer. Et si nos téléspectateurs veulent vous donner un coup de main dans les circonstances, bien, la campagne de sociofinancement, elle est là, entre autres, pour ça. Toujours elle bat son bleu. Donc, Jérémy Laniel, donc membre du conseil d'administration de CIBL, merci d'avoir été là et bon succès, bonne chance et longue vie. Merci bien. Plusieurs médias communautaires sont présents à Montréal. Outre TCF et CIBL, on y trouve entre autres Radio Centre-Ville, Radio La Salle, le journal Éco-Montréal, le journal Le Monde et le site journaldesvoisins.com. À cela s'ajoutent des radios étudiantes comme CISM, CKUT et des radios web comme Choc, la radio de l'UQAM. C'est maintenant l'heure de retrouver Camilla Rodriguez-CA pour son dossier de la semaine. Bonjour Camilla. Bonjour. Alors, on parle de médias communautaires avec vous aujourd'hui. Je viens tout juste de faire mention dans le panneau d'information les différents médias communautaires qu'on retrouve à Montréal. Ce sont des médias qui sont reconnus par le ministère de la Culture. Qu'est-ce qu'on veut dire par reconnu exactement? Il y a plusieurs, ça prend plusieurs éléments pour satisfaire aux exigences du ministère pour être reconnu officiellement comme média communautaire, donc à l'écrit, à la télévision, à la radio. Donc, il s'agit en fait de produire du contenu local qui reflète la vie, que ce soit politique, culturelle, communautaire. Donc, des médias ancrés dans les communautés, des médias de proximité. Donc voilà, donc des médias qui sont vraiment très près du citoyen, ce qu'on appelle des médias hyper locaux. On a mentionné, bon, entre autres, il y a TCF, qui est un média communautaire, bon, CIBL, il y en a plusieurs qu'on a mentionnés. Il y a toute une catégorie qu'on n'a pas mentionnée. Il y a aussi les médias ethniques qui sont des médias communautaires. Exactement, les médias... la plupart du temps des journaux, mais aussi il y a des radios donc, qui diffusent du contenu, par exemple, je sais pas, iranien, peu importe, donc une partie du contenu qui va être écrit dans la langue, puis l'autre en français ou en anglais. Par contre, ces médias-là ne sont pas tous, en fait, pour la plupart, ils ne sont pas officiellement des médias reconnus par le ministère. Être reconnu par le ministère, ça offre en fait la possibilité d'avoir une l'aide au fonctionnement, donc une subvention. Donc c'est là que arrive cette subtilité-là qui devient assez importante en fait. Oui, voilà. Et bon, c'est du financement qui peut aller autant pour l'aide au fonctionnement que aussi pour les immobilisations, donc la possibilité de financer, entre autres, de l'achat d'équipements pour les médias communautaires. Il y a quelque chose qui se déroule en ce moment à Gatineau. Ce sont des audiences du CRTC pour la révision de la politique sur la télévision locale et communautaire. Transparence totale avec vous, chers téléspectateurs. J'étais présent lors de l'audience pour témoigner en compagnie d'un membre du conseil d'administration de TCF. Par contre, pouvez-vous nous résumer un peu quel est le sujet de cette audience? Oui. Le CRTC, tout d'abord, c'est l'organe qui régule, donc qui régule tout ce qui a trait aux communications, à la diffusion, radiodiffusion au Canada. C'est aussi celui qui donne les licences, qui donne les permis, qui est sous la gouverne un petit peu du ministère du patrimoine, dont la ministre est Mme Mélanie Joly. Mélanie Joly, en effet, ancienne politicienne municipale. Oui, députée de... Onsic-Cartierville. Onsic, c'est ça, oui. La politique de révision, vise en ce moment à vraiment regarder c'est quoi l'importance de la télévision communautaire et locale pour les Canadiens. Donc, il y a des audiences auxquelles on a participé. J'espère qu'on laissera savoir aux téléspectateurs à travers le bulletin les décisions qui vont nous influencer. Oui, tout à fait. Et on souhaite évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse cette fois-ci, je souhaite évidemment que les télévisions communautaires ne soient pas les parents pauvres de cette décision-là. Voilà, bien Camilla, merci d'avoir été là et puis on se revoit la semaine prochaine. À bientôt. Restez avec nous. Nous, on se revoit tout de suite après la pause et on vous parle du 60e anniversaire de la revue montréalaise Séquence. À tout de suite.
Les services de maquillage sont une gracieuseté de Family Prix. De retour au bulletin, connaissez-vous la revue Séquence? Cette publication consacrée au cinéma célèbre cette année son 60e anniversaire. Et dans le cadre d'un événement organisé à la Cinémathèque québécoise, l'équipe de la revue a eu le privilège de sélectionner 5 films marquants de l'histoire du 7e art. Alors, pour nous parler de l'événement et de la revue en général, nous avons sur le plateau Élie Castiel. Il est rédacteur en chef de la revue Séquence. Monsieur Castiel, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci et merci pour cette invitation. Ça nous fait plaisir. Racontez-nous quelle est la genèse de cette revue-là qui célèbre ses 60 ans cette année. En fait, c'est une petite révision parce que Séquence a été fondée en 1955 et plus particulièrement en octobre 1955. Donc normalement, ça devrait être... Vous êtes dans être... votre 61e année en ce moment. Voilà. C'est-à-dire qu'au cours des années... Bon, d'abord, ça a été fondé par un homme d'église, Jean-Marie Poitvin, qui est né en 1907 et il est mort en 1987. Mais tout de suite, après 1 ou 2 numéros, il a laissé la place à Monsieur Léo Bonneville, qui a mené la revue avec un amour passionné du cinéma pendant 40 ans. Ensuite, il y a eu Monsieur Maurice Elia, qui a été rédacteur en chef jusqu'en 99. Et puis moi, j'ai pris la relève en 99-2000 et depuis ce temps-là, je suis encore là et je n'ai pas l'intention de partir. Donc, depuis plus de 15 ans, quelle est la mission de la revue Séquence? Justement, c'est de ça que je voulais parler. La revue a commencé comme un bulletin pour les ciné-clubs. C'était très populaire, les ciné-clubs, surtout en France et ici, peut-être pas au Canada, mais au Québec. Parce que les ciné-clubs ont commencé, c'est une activité française. De toute façon, le cinéma a été créé par les Français. En effet. Bon. Donc, ça a commencé comme des bulletins de ciné-clubs pour justement intéresser la jeunesse aux bienfaits du cinéma. Donc, les ciné-clubs ont quand même un côté pédagogique. Petit à petit, comme on se rendait compte qu'il y avait des revues de cinéma en France, comme les Cahiers du cinéma, Monsieur Bonneville a créé la revue Séquence, et qui s'est transformée à travers le temps, et c'est devenu, le format a changé. Voilà. Parce qu'on est bien loin du semainier paroissial ou du bulletin du Justement, c'était la moitié, c'était la moitié de ce format. Mais ce qu'il y avait d'intéressant, parce que vous savez, nous on a donc la revue a changé de date. On a pris le calendrier, on a suivi plutôt le calendrier commercial du 1er janvier au 31 décembre. Alors, on a déjà fêté le 60e anniversaire de janvier 2015 à décembre 2015, mais symboliquement, étant donné que ça a été fondé en octobre 1955, on continue cet anniversaire jusqu'au 30 septembre 2016. Après ça, on n'a aucune excuse, c'est fini. C'est ça, les festivités du 60e seront terminées. On viendra un peu plus tard à parler, entre autres, des projections qui seront faites à la Cinémathèque québécoise. Oui, bien sûr. Vous avez publié, ce qu'on a en main présentement, c'est votre numéro 300. Mm-hmm. Donc, c'est déjà votre 300e publication. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le numéro? Ben, écoutez... j'ai travaillé très fort sur ce numéro. Permettez-moi de jeter un coup d'œil. Je vous en prie, allez-y. Vous savez, ce qui est étonnant dans le travail de rédacteur en chef, c'est qu'on se rappelle même plus de ce qu'on a fait. Parce qu'il y a toujours quand même un délai entre le moment où vous écrivez les textes et que ça sort en kiosque. Bon, ce qui est important dans la revue aujourd'hui, à part les critiques de films, c'est les recensions de livres. On reçoit des livres, c'est des exemplaires de presse. Et puis, je pense que, ça, il faut le mentionner, les livres qui parlent de cinéma. Ils sont pas très nombreux, si on compare à des livres de fiction. Bon, ici, il y a l'art de voir un film, les films à voir cette semaine, penser au cinéma, Cinéma Museum, le musée d'après le cinéma. Donc, c'est pas uniquement de la critique de film. Même si la critique de film prend le plus gros morceau. Mais étant donné qu'on a un site Internet, et dans le site Internet, c'est beaucoup plus populaire, et plus, disons, plus accessible, où on parle de
d'une grande partie des films qui prennent l'affiche chaque semaine, et il y en a des films qui prennent l'affiche chaque semaine, alors on réserve la revue papier imprimée pour les films qui valent la peine qu'on en parle en profondeur, c'est-à-dire donner un point de vue autre que ce qu'on a dit sur tel ou tel film. Et vous ne parlez pas que de cinéma québécois. Il y a aussi une fenêtre importante sur le cinéma international. Oui, avant, on avait on avait une section qui s'appelait Zoom In, pour le cinéma canadien et québécois. Québécois par le féminin, oui. Et ensuite, Zoom Out, c'est-à-dire out ce qui est étranger. Mais maintenant, depuis que je suis rédacteur en chef, on mélange tout. Parce que moi, je crois, et les membres du comité de rédaction croient aussi que le cinéma québécois fait partie de la cinématographie mondiale. Alors, on mélange. Et donc, voilà. Donc, il y a autant du contenu qui parle de films québécois que de films internationaux. Mais les films québécois, à moins que ce soit de très mauvais films, qu'on laisse pour le site Internet, les films québécois qui valent la peine qu'on en parle, ils se retrouvent autant dans l'Internet que dans la revue papier. D'accord. Il nous reste relativement peu de temps. Je veux absolument qu'on parle des événements que vous tenez à la Cinémathèque québécoise. Donc, la Cinémathèque qui vous a donné carte blanche pour sélectionner 5 films qui sont projetés à la Cinémathèque. Vous avez choisi 5 chefs-d'œuvre, ou en tout cas 5 films marquants du cinéma mondial. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, justement. On les a choisis en fonction du regard du spectateur. Lorsque ces films sont sortis, le regard du spectateur, la perception du spectateur a changé. Alors c'est en fonction de ce phénomène-là qu'on a choisi tel et tel film, et il fallait qu'il soit disponible à la Cinémathèque québécoise. Alors on a les 400 coups qui jouent ce soir à 21h à la Cinémathèque. Quand le film est sorti, on a vu quelque chose comme un ovni, on dit c'est quoi ça? Pour une fois, les adolescents étaient montrés comme des êtres intelligents. Et c'était en 1960. C'était le premier film de François Truffaut. Il y a aussi Médée de Pier Paolo Pasolini avec Maria Callas, qui était une grande diva de l'opéra. Et pour une fois, on la voit parler et pas chanter. Et le mythe grec de Médée, on le voit d'une autre façon. Il y a aussi un film, d'ailleurs, ils vont être surpris, Mondo Cane de Gualtiero Jacopetti, un film, est-ce que vous savez ce que c'est le Mondo Movie? Non. Alors le Mondo Movie, c'est ce qu'on voit maintenant à la télévision dans les téléréalités, les canaux où les émissions où on voit le sexe à travers le monde. Avant, c'était des collages de scènes. Ça prenait 1h30 à 1h45, des scènes insolites prises à travers le monde. Et puis un peu comme le bêtisier des séquences d'actualité qu'on pouvait voir entre les films au cinéma disons, à l'époque. Il y avait ce côté insolite. Okay. Des spectacles de cabaret, des spectacles de troupes de danse. Donc, ça fera partie des choses que vous allez présenter. Mondo Cane, je vais le présenter parce que je suis un peu expert en Mondo. Oui. Et il va y avoir Under the Skin, qui est un film qui est passé il y a un an et demi. Un ovni, un film science-fiction et horreur. Alors, donc, je ne vais pas vous donner toute la programmation, mais vous pouvez visiter le site Internet de la Cinémathèque québécoise. Donc, toutes les informations sont sur le site de la Cinémathèque. Il nous reste très peu de temps. Je veux absolument parler avec vous du cinéma québécois, l'état du cinéma québécois. Comment se porte notre cinématographie au Québec? Écoutez, le cinéma québécois est en général, ça c'est ma vision personnelle, est un cinéma de recherche et un cinéma d'auteur. Mais tout d'un coup, lorsque les producteurs et les distributeurs et les exploitants de salles ont vu que il y avait quand même de l'argent à faire avec les films accessibles pour le grand public, et on prend quand même des grosses vedettes pour tourner dans des films comme ça, c'est devenu du cinéma accessible et du cinéma d'auteur. Alors il y a toujours cette lutte que mènent les cinéastes d'auteur et les cinéastes de films plus commerciaux, plus accessibles. Et selon vous, il y a de la place pour les deux? Il y a de la place pour les deux. Mais bon,
moi, je crois que le cinéma, comme le cinéma grec que j'enseigne à l'Université de Montréal, en français, le cinéma québécois est surtout un cinéma d'auteur. Élie Castiel, donc rédacteur en chef de la revue Séquence, merci d'avoir été là. L'adresse de votre site Internet apparaît d'ailleurs au bas de l'écran. Et félicitations pour ces 60 ans déjà de la revue Séquence. C'est très gentil. Au Québec, le niveau de production de longs métrages est relativement stable depuis les 3 dernières années, avec une production aux alentours de 120 films. En 2014, 24 films ont été commercialisés en premier lieu dans des salles de cinéma, une diminution de 14 films par rapport à 2013. Comme à chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal durant les dernières décennies. Aujourd'hui, on vous présente le fils d'un agriculteur de la Mauricie, qui après s'être installé à Montréal est devenu un homme très riche, puis le 17e maire de l'histoire de la ville. Voici le portrait de Sévère Rivard. Né à Yamachiche, en Mauricie, en 1834, Sévère Rivard a fait des études au séminaire de Nicolet, au sud de Trois-Rivières, puis il étudia le droit chez Laflamme et Barnard, 2 avocats montréalais. Il fut admis au barreau en 1859, puis ouvrit une étude avec son frère sur la rue Saint-Vincent, dans ce qui est maintenant le Vieux-Montréal. Rivard s'est fait connaître en 1867, alors qu'il fit partie d'un comité de citoyens qui ont amassé les fonds nécessaires pour envoyer à Rome des zouaves, c'est-à-dire des volontaires qui sont allés défendre le pape, Rome et les États pontificaux contre les forces qui luttaient pour l'unification de l'Italie. Pour le récompenser de ses efforts, le pape Pie IX décerna à Sévère Rivard la distinction de chevalier en 1874. Durant cette période, ce sont plusieurs centaines de zouaves canadiens, presque exclusivement québécois, qui ont été déployés en Europe. Par ailleurs, Rivard s'est bâti une grosse fortune grâce à la spéculation foncière. Il achète des terrains dans la partie nord de la ville qu'il revendra en lots à construire. Il fut aussi impliqué dans divers commerces, comme une fabrique de laine dans sa ville natale de Yamachiche, ainsi qu'un commerce d'orgue basé à Montréal. Cela lui permit de devenir un membre influent de la bourgeoisie de l'époque. Sévère Rivard a fait son entrée en politique municipale comme conseiller du quartier Saint-Jacques à partir de 1870. Il a présidé le comité de l'éclairage, puis celui des incendies. Il surveilla aussi les travaux de construction du nouvel hôtel de ville, en tant que membre d'un comité spécial. Il fut élu maire de Montréal en 1879, en défaisant le maire Jean-Louis Baudry, qui était un adversaire politique de longue date. Il fut réélu sans opposition en 1880. Durant ses 2 ans comme maire, il s'est surtout attardé à l'assainissement des finances municipales. L'administration montréalaise avait accumulé une dette de plus de 12 millions de dollars, une somme considérable pour l'époque, suite à des travaux majeurs comme la construction de l'hôtel de ville, l'aménagement du parc du Mont-Royal, ainsi que de grands travaux de drainage. Rivard s'attarda à augmenter les revenus de la ville, qu'il réussira à plus que doubler sur une période de 2 ans. Parallèlement à ses fonctions de maire, il occupa aussi un poste de commissaire du port de Montréal pour la même période. Après son passage à la mairie de Montréal, Rivard fut nommé au Conseil législatif du Québec en 1886. Fait cocasse, il remplaça au Conseil législatif son adversaire de toujours, Jean-Louis Baudry, qui était décédé la même année. Très près du Parti conservateur, il occupa aussi le poste de trésorier pour la région de Montréal. Après avoir souffert de paralysie, Sévère Rivard est décédé en 1888 à l'âge de 53 ans, puis fut inhumé dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges sur le Mont-Royal. Devenu un homme très riche, il légua une fortune considérable. Montréal se souvient de celui qui fut le 17e maire de la ville grâce à la rue Rivard, située sur le plateau Mont-Royal. Le parc Rivard, situé dans le même arrondissement, lui rend aussi hommage. Et il y a quelques années, son visage fut peint sur un trottoir du plateau dans le cadre d'un événement artistique éphémère. Nous inaugurons aujourd'hui un nouveau segment à l'émission, un segment sur les applications mobiles qui peuvent nous simplifier la vie, nous, citoyens de Montréal. Et pour cette chronique, nous recevons aujourd'hui Annick Laporte. Merci Annick d'être là. Bienvenue au bulletin. Merci de me recevoir à nouveau. Donc, vous êtes enseignante, consultante en marketing web et vous allez venir nous voir au bulletin régulièrement pour nous présenter des applications mobiles qui peuvent nous être utiles et vous nous en présentez 2 aujourd'hui, dont une toute nouvelle qui vient de sortir il y a quelques semaines. Exactement. Donc, la première, c'est 10 minutes MTL. C'est une application pour nous donner des propositions d'endroits où aller manger ou prendre un verre à 10 minutes à pied d'une station de métro à Montréal.
OK. Et donc, c'est tout nouveau. Oui. De quelle façon ça fonctionne? On télécharge évidemment l'application. Une fois que c'est téléchargé? Oui, donc une fois que c'est téléchargé, on a un menu avec différents types d'activités qu'on doit choisir, par exemple, pour aller déjeuner, aller prendre un café, sortir avec une date. Donc, on choisit ça. Par contre, les choix jusqu'à maintenant sont pas super variés. Ça serait le fun d'avoir d'autres propositions comme trouver un restaurant, apporter votre vin, d'avoir différentes fourchettes de prix, des restaurants un peu plus huppés ou des sélections avec des mets ethniques. Mais bon, pour l'instant, c'est un peu limité. Par contre, une fois qu'on sélectionne le genre d'activité qu'on veut faire, on a plusieurs endroits qui sont proposés près d'une station de métro dans la ville. Et là, on peut sélectionner une pour avoir plus d'informations, des informations complémentaires comme un site web, l'adresse exacte et aussi l'itinéraire pour s'y rendre à pied à partir d'une station de métro. OK. Donc, on imagine évidemment que le nombre de suggestions augmentera au fur et à mesure des semaines, des mois qui viennent. Oui, parce qu'on peut faire nos propres suggestions sur l'application. OK. Donc, les suggestions qui sont là présentement, c'est des suggestions soit de l'équipe qui a produit l'application ou des premiers utilisateurs, mais plus ça va aller, plus il y en aura. Probablement, oui. D'accord. Point fort, point faible de l'application? Point faible, d'abord, c'est que c'est seulement en anglais en ce moment. On espère que ça va être traduit en français. Point fort, c'est que ça peut nous faire découvrir des nouveaux endroits dans la ville, à moins qu'on connaisse déjà très bien la ville. Donc, si on se dit, je m'en vais dans Saint-Henri, c'est un quartier que je connais moins bien, mais on peut voir proche de la station de métro des lieux qui nous sont suggérés. Donc voilà. Et c'est une compagnie montréalaise Oui. qui a développé tout ça. Souhaitons qu'il sorte très bientôt une version en français. Oui. Donc l'application s'appelle 10 minutes Montréal. MTL. 10 minutes MTL. D'accord. On va parler d'une autre application dont on a un peu entendu parler dans les médias cet automne, Parker. On a tous vécu, je crois, à Montréal des difficultés pour se stationner, des entraves à la circulation. Quel est le rôle de Parker? Mais c'est un peu comme Airbnb. Donc, c'est de l'économie de partage. Au lieu de louer son appartement ou de pouvoir louer celui d'un autre, bien, on peut louer son stationnement qui est vacant à des gens ou encore trouver des stationnements pour la location pendant quelques heures, des stationnements privés. Donc, l'application met en lien des gens qui veulent offrir leur stationnement et des gens qui en auraient besoin d'eux. Exactement. D'accord. Comment ça fonctionne? Donc, bien, il suffit simplement de s'inscrire, nom, courriel, très simple d'utilisation. Ensuite, quand on fait sa première réservation, c'est là qu'il demande la carte de crédit ou encore on peut utiliser Stripe, qui est un intermédiaire de paiement sécurisé un peu comme PayPal. Donc, il y a ces deux options-là. Une fois que cela c'est fait, on peut réserver. En fait, d'abord, il faut trouver un emplacement. C'est géolocalisé, donc dépendamment de où on se trouve quand on fait notre recherche, ça va nous proposer des endroits qui sont près de nous avec une carte. Il y a des petits cercles rouges si c'est déjà occupé et des cercles verts si c'est disponible. On peut avoir des photos avec des filtres. On peut choisir de voir avec des photos, des descriptions, si on veut un stationnement intérieur ou extérieur avec caméra de surveillance. Il y a plein de choix. Donc, on choisit selon l'emplacement, ce qu'on a besoin, le temps qu'on a besoin. Puis, il y a différents coûts aussi liés au stationnement. C'est pas le même prix partout. Ça dépend un peu si c'est un endroit qui est sollicité par les automobilistes ou pas, puis qu'il manque de stationnement justement dans ces quartiers-là. Donc, ce n'est pas le locateur, celui qui met à disposition un espace de stationnement, qui détermine le prix. C'est l'offre et la demande qui déterminent le prix qui est facturé. D'accord. Et j'imagine que c'est possible aussi de faire des recherches avec différents filtres pour être capable de trouver un emplacement à l'intérieur ou des choses comme ça? Oui. OK, d'accord. Donc, si on regarde point fort, point faible de cette application. Mais vraiment simple d'utilisation, ça comble un besoin à Montréal. Comme vous l'avez souligné en introduction, on a la difficulté de plus en plus à trouver des stationnements. J'ai pas vraiment eu de point faible jusqu'à maintenant pour celle-là, que des bonnes expériences. Moi, je l'ai testé en tant que chercheuse de stationnement puisque je n'ai pas de stationnement que je peux louer à d'autres personnes, là. Mais c'est vraiment super. Et ça vous a rendu service? Oui. OK, parfait. Alors, Annick, merci d'avoir été là, puis on se revoit très bientôt Ça fait pour plaisir. d'autres applications mobiles. Merci. Alors, restez avec nous. On vous revient tout de suite après la pause avec notre coup de chapeau de la semaine.
De retour au bulletin, on termine cette émission, comme à chaque semaine, avec notre coup de chapeau. Et on accueille aujourd'hui une jeune Montréalaise qui ne produit presque plus aucun déchet depuis 3 ans. Comment s'y prend-elle? Elle a éliminé tous les produits suremballés, les sacs de plastique et les aliments transformés. On décerne donc notre coup de chapeau cette semaine à Mélissa de La Fontaine. Madame de La Fontaine, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision-là de réduire... est-ce qu'on peut dire empreinte écologique dans ce cas-là? L'empreinte écologique est beaucoup plus large que l'apport que je fais. Là. Je peux pas dire que j'ai réduit toute mon empreinte, mais une grosse partie de mon empreinte de déchets. Si on est d'accord. Oui, okay. oui. Qu'est-ce qui vous a mené? Je pense que comme la majorité des gens qui se sont comme lancés dans le mouvement zéro déchet, parce que c'est vraiment le nom du mouvement, mais on peut pas dire qu'on ne produit aucun déchet. Là. J'ai encore une poubelle chez moi, puis j'en produis encore, mais c'est vraiment de tendre vers le zéro déchet. Je pense que tout le monde qui s'est lancé dans ce mouvement-là, c'est pas mal venu de Bea Johnson, qui est un peu celle qui a parti le mouvement en Californie, aux États-Unis. Donc, en fait, c'est qu'en décembre, grâce à cet engin qui s'appelle Facebook, j'ai vu une vidéo de 2 minutes de Bea Johnson qui présentait sa maison puis comment il fonctionnait avec sa famille pour pas faire de déchets. Puis en fait, je pense qu'à l'époque, il faisait 1 litre de déchets pour 4 personnes par année. Fait que ça... C'est pas beaucoup, ça. Oui, c'est vraiment pas beaucoup. Ça l'a fait assez fort dans mon petit être parce que je pensais que je faisais ma part environnementale parce que je prenais les transports en commun puis que je recyclais. Puis je me suis rendu compte que je faisais Ce qui est mieux que rien, quand même. Ce qui est mieux que rien, mais je me suis rendu compte qu'il y avait tellement plus que je pouvais faire. Fait que c'est comme resté en arrière-pensée. Puis après, c'est Noël qui arrivait. Fait que j'ai vécu le Noël et cette surconsommation de cadeaux, d'emballage, de nourriture, de tout ce que ça l'implique. Fait que les deux mis ensemble, ça m'a vraiment donné un gros coup. Fait que j'ai décidé que le 1er janvier 2013, je réduisais mes déchets un par un. Donc, chaque fois que je jetais quelque chose, je me demandais si j'en avais besoin ou pas, puis je trouvais des alternatives en vrac. Donc, comment ça se vit au quotidien, ça? Parce qu'on a besoin, pas de consommer certains produits, que ce soit de la nourriture, que ce soit des produits ménagers. Comment vous faites pour vous en sortir, dans le fond, pour atteindre cet objectif-là? Il y a plus de solutions, je pense, que ce que les gens voient. Il faut juste trouver les solutions. Fait que la partie difficile ou qui prend du temps, c'est vraiment de trouver des solutions. Une fois que c'est fait, moi, je vais faire mon épicerie comme tout le monde, c'est juste que je ne vais pas à la même place. Je fais mes cosmétiques, mais c'est pas plus long. C'est vraiment de revirer un peu sa vie à l'envers pour trouver des nouvelles habitudes, des nouvelles sources pour acheter ses trucs en vrac et tout, mais les solutions sont là. C'est juste qu'on a tendance à pas les voir. Par exemple, côté cosmétique, qu'est-ce que vous faites? Vous fabriquez votre propre maquillage, votre propre fond de teint? Je me maquille pas beaucoup, mais oui, je fais mon propre fond de teint, je fais mon déodorant, ma crème solaire, mon anti-moustique. Avec quel produit? C'est quasiment tous les mêmes produits, c'est vraiment simple. Puis en fait, c'est ça que je me suis rendu compte que je pouvais vraiment faire ça de façon simple, c'est-à-dire que j'achète les produits de base en vrac une fois par année. Puis j'ai ma réserve chez moi, puis quand j'ai besoin de déodorant, je vais m'en faire. Ça va me prendre 2 minutes. Fait que ça me prend moins de temps que d'aller à la pharmacie en bout de ligne à toutes les 2 semaines pour acheter tout ce que j'ai de besoin. Par exemple, du désodorisant, c'est fait avec quel type de produit? C'est du beurre de coco, de la fécule de maïs, du bicarbonate de soude et l'huile essentielle de votre choix pour que ça sente ce que vous voulez. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Okay. Et est-ce que c'est moins dispendieux pour vous que d'acheter le produit tout fait? Oui, vraiment. Pour ce qui est du déo. Si on parle de budget général pour le zéro déchet, c'est vraiment une question qui revient souvent à savoir si ça me coûte plus cher ou pas. Puis je mettrai en parallèle la question du temps. Tout le monde pense que ça prend plus de temps. Je pense que dans les 2 cas, il y a des choses qui vont coûter plus cher, puis il y a des choses qui vont prendre plus de temps, mais il y en a d'autres que je n'achète plus ou qui vont me coûter moins cher, et il y a des choses que je ne fais plus. Fait qu'en bout de ligne, je considère que ça me coûte moins cher puis que je sauve du temps. Mais c'est vraiment, faut retourner à l'envers notre façon de fonctionner. C'est-à-dire que là, je passe plus de temps à cuisiner, à faire ma vaisselle, parce que je cuisine beaucoup, c'est sûr, mais je sauve beaucoup de temps parce que je magasine plus, parce que je fais pas une grosse épicerie par semaine, puis que j'ai comme réaménagé mon horaire, mon budget autrement, en fait. OK. Et j'imagine qu'il y a quand même des produits emballés que vous devez quand même vous acheter. Il y en a quelques-uns. Ils sont rendus rares, mais il y en a. Lesquels? C'est très drôle parce que j'ai essayé d'acheter mon beurre en vrac. Ça a été un semi-échec. Fait que le beurre, je dirais que je l'achète encore emballé. Mon lait de soya, je l'achète emballé aussi pour d'autres raisons aussi, parce qu'il est enrichi. Fait que c'est mieux. J'ai comme compris que c'était plus simple de l'acheter emballé puis de recycler le contenant que d'essayer de faire mon propre lait de soya. Qu'est-ce que j'achète encore emballé? Je sais plus, je pense que c'est pas mal ça. Mais c'est qu'en Donc, fait, ça se limite vraiment à ça. Le reste, c'est des produits que vous prenez en vrac, que Ouais. vous achetez. Est-ce que vous devez acheter en plus grande quantité? Non. Non? Puis c'est un autre avantage du vrac, en fait, c'est que tu achètes la quantité que tu as besoin. Donc, tu gaspilles pas. C'est exactement ça. Parce que quand tu achètes préemballé, tu te ramasses souvent à acheter des quantités que tu n'as pas de besoin puis tu finis par oublier au fond de l'armoire.
Est-ce que c'est possible pour vous de garder cette résolution-là aussi au travail? Parce qu'en étant au travail, des fois, on a besoin d'aller chercher un lunch à l'extérieur ou quoi que ce soit. Donc, on va avoir besoin de ce type de contenant-là. Est-ce que vous réussissez à tenir votre résolution jusque-là? Oui. En fait, quand j'ai commencé vraiment par le faire chez moi. Puis après un certain temps, là, j'ai décidé d'accomplir le défi de le faire à l'extérieur de chez moi. C'est-à-dire que quand je vais chercher de la nourriture pour emporter, bien, je l'amène dans mes contenants. Fait que je traîne souvent avec moi des contenants qui sont vraiment légers dans mon sac, puis tout ce que j'ai besoin pour pouvoir acheter des trucs, donc un linge à vaisselle. Fait que si par exemple je me retrouve mal pris puis j'ai besoin de m'acheter un lunch, bien j'ai toujours un linge à vaisselle. Fait que je peux aller m'acheter un sandwich n'importe où. Café, j'ai toujours un pot maçon avec moi pour le café, de l'eau, n'importe quoi. Puis j'ai souvent un contenant aussi autre. Fait que je me laisse pas prendre. Dans votre entourage, comment cette résolution-là a-t-elle été reçue par votre entourage? Comme dans la société en général, il y a eu des personnes à qui ça a été plus facile, des personnes à qui ça a été plus difficile. Mais c'est sûr que c'est une façon de vivre qui est peut-être difficile à concevoir pour certains. Fait que j'ai dû en discuter avec les gens autour de moi. Surtout que c'est très lié à la simplicité volontaire. Fait que j'ai fait un grand ménage chez moi pour me débarrasser de tout ce que j'avais pas de besoin puis garder vraiment l'essentiel. Ce qui fait qu'après ce ménage-là, t'as pas envie de recevoir des cadeaux que tu veux pas. Fait qu'il a fallu que je parle à mon entourage pour leur dire que je ne voulais plus qu'ils m'offrent de cadeaux, à moins d'être sûr que je le voulais ou sous certaines conditions. Fait que soit que les gens me donnent plus de cadeaux, ce qui me va totalement parce que moi non plus j'en donne plus, ou m'offrent des activités puis on passe du temps ensemble. Fait que ça a été peut-être le truc le plus difficile, mais pour m'en sortir, en fait, je me suis mis la loi du territoire. C'est-à-dire que chez moi, c'est moi qui gère à ma façon. Quand je vais chez les autres, je respecte la façon qu'ils font et réciproquement. Donc, si vous êtes invité à manger chez des amis ou de la famille ou quoi que ce soit, il n'y aura pas de problème à avoir un contenant de lait ou quelque chose comme ça. Oui, ça va bien se passer. En fait, ma règle personnelle, c'est pas une règle du zéro déchet, c'est vraiment ma règle personnelle. C'est quand je vais à l'extérieur, si, mettons, il y a un contenant de lait, je vais en prendre. Si c'est des yogourts individuels, je vais pas en prendre. Donc, tout ce qui est emballé individuellement, pour ma limite personnelle, je vais pas le consommer. Fait que je vais consommer seulement ce qui est, oui, dans un emballage, mais commun. Fait que ça fait déjà un peu moins de déchets. Est-ce que c'est vraiment la préoccupation environnementale qui vous a poussé à aller vers ça? Vous êtes inquiète de l'état de la planète, de la surconsommation? Inquiète ne serait pas le mot. Il faudrait extrapoler le mot inquiète. Je suis très, très, très inquiète. Oui, bien, la première raison, ça a été vraiment une raison environnementale. Puis c'est drôle parce que ça m'a amené à plein d'autres réflexions. Fait que, par exemple, mes cosmétiques, j'ai commencé à les faire parce que c'était ma meilleure solution économique pour les avoir sans emballage. Finalement, je me suis rendu compte que j'achetais plus de produits chimiques, ni pour mes produits cosmétiques, ni pour mes produits ménagers, que je contrôlais ce qui rentrait chez moi, que c'était vraiment plus simple, que je retrouvais des trucs de base. Fait que ça m'a vraiment amené à d'autres choses que j'avais pas pensé qui me font plaisir. J'ai même plus envie d'avoir des produits de pharmacie chez moi. Là. Vous ne reviendriez pas en arrière? Non, jamais. Puis la nourriture, c'est la même chose. Vu qu'il faut que j'achète mes trucs de base, puis que je cuisine tout moi-même, quand je mange de la nourriture transformée, c'est juste pas bon. J'aime pas ça. Je suis habituée à de la bonne nourriture maison. Ben, écoutez, Mélissa de La Fontaine, félicitations parce que, d'une part, ça prend du courage pour faire ça et c'est aussi, je pense, pas mauvais pour la planète non plus que d'avoir une attitude comme la vôtre. Donc, félicitations et bonne continuation. Merci beaucoup. Pour revoir cette entrevue et près de 200 autres, visitez la page de l'émission sur YouTube. Aussi, devenez fan de l'émission en visitant notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre TCF sur Facebook et Twitter. C'est tout pour cette semaine. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur la production du bulletin. Jason Paré à la recherche, Marie-France Perron au maquillage, Guillaume G. Pilote, caméra et montage, Laërcio Bastos à la réalisation. Alors au nom de toute l'équipe, ici Louis-Martin McArdle, merci d'avoir été là et on se revoit dans ces jours pour un nouveau bulletin. À la semaine prochaine.